59 personnes sont désormais sanctionnées par l'Union européenne dans le cadre de ses efforts pour punir la Russie pour la guerre en Ukraine. Beaucoup d'entre elles ne sont pourtant pas des citoyens russes. De plus en plus, l'USGWEMR inscrit ses propres citoyens et ceux d'États tiers sur la liste des sanctions pour des raisons qui ont souvent très peu à voir avec la Russie elle-même. L'une d'entre elles est ma compatriote, Nathalie Yamb, qui a d'ailleurs été la première citoyenne suisse à figurer sur la liste des sanctions en juin 2025. Elle est avec nous aujourd'hui. Nathalie, bienvenue. Bonjour, merci de m'avoir invité. Eh bien, merci beaucoup d'être venu en ligne. Vous êtes en fait aussi un YouTuber. Vous avez votre propre chaîne et vous êtes assez populaire sur les réseaux sociaux, surtout dans le monde francophone et centré sur l'Afrique, puisque vous êtes aussi, je veux dire, camerounais. Je crois que votre mère est suisse et que votre père est camerounais, n'est-ce pas? Merci. Et vous avez en réalité été interdit d'entrer en France pendant un certain temps à cause de votre activisme anticolonial. Et maintenant, en juin, ils vous ont inscrit sur cette liste de sanctions. Pouvez-vous nous dire ce qui vous est arrivé et pourquoi, selon vous, cela s'est produit? Tout d'abord, merci Pascal de m'avoir invité. Oui, en effet, j'ai mis à jour mon catalogue de sanctions en étant ajouté à la liste des personnes sanctionnées par le Conseil européen pour des activités prétendument pro-russes, ce qui est, je suppose, la raison la plus courante et la plus facile qu'ils trouvent pour inscrire quelqu'un sur la liste des sanctions. Comme vous l'avez dit, je suis en réalité connue pour mon travail sur la souveraineté africaine, l'émancipation africaine et des sujets similaires. Je ne me suis jamais vraiment impliquée dans la crise entre la Russie et l'Ukraine, sauf lorsqu'il s'agissait de dénoncer le faux récit ou l'hypocrisie de l'ordre international par rapport à ce qui se passe en Afrique. Mais ils ont écrit dans la déclaration de sanctions que je m'emploie à chasser la France et l'Occident d'Afrique. C'est ce qui est indiqué dans les motifs. Je l'ai lu aujourd'hui. Ça dit en fait, « Oh, elle est contre la France en Afrique ». Oui, exactement. Et c'est la principale raison pour laquelle j'ai été mis sur cette liste. Apparemment, si vous avez des amis en dehors de l'Afrique, selon le Conseil européen, vous devez être un agent russe, ce qui est assez étrange en un sens. Mais les conséquences sont lourdes, je dois le dire. Les conséquences d'être sur cette liste. Au tout début, je ne l'ai pas pris très au sérieux parce que, comme vous l'avez mentionné, j'avais déjà été sanctionné par la France 3 ans plus tôt. Il m'était interdit d'entrer ou de transiter par les territoires français. Cela ne me dérangeait pas, car je ne suis jamais allé en France. Je combats la France, donc je n'ai aucune envie d'y aller. Donc cela ne m'a pas dérangé sur le moment, et je pensais que la Suisse, n'étant pas membre de l'ULMMR, ne serait pas concernée, que les sanctions de l'ULMR ne m'affecteraient pas. Mais je me trompais complètement, car la Suisse est au centre. Physiquement, géographiquement, elle est au cœur de l'Europe, entourée de pays de l'ULMMR. De plus, la Suisse a un gouvernement et des entreprises qui semblent désireux de suivre les instructions de Bruxelles. Je pensais que nous étions un pays neutre, mais j'ai découvert le contraire. Les conséquences ont été assez lourdes. Du jour au lendemain, mes cartes de crédit ont été annulées, mes comptes bancaires fermés, mes comptes crypto clôturés. Vos comptes bancaires suisses ont été fermés. Parce qu'encore une fois, les banques suisses sont soumises à la loi suisse. Vous ont-elles donné une raison pour laquelle elles les ont fermées? Et les ont-elles fermées ou ont-elles gelé vos fonds? Je veux dire, vous ont-elles au moins demandé « Hey, où pouvons-nous virer l'argent ?»
Non, les deux, je dirais. Je n'ai que des comptes bancaires en Suisse. Je n'ai absolument aucun compte bancaire dans l'Union européenne. Mes seuls comptes étaient en Suisse et en Afrique. L'une des banques a d'abord décidé de geler mes comptes. J'en avais un en francs suisses et un en euros. Ils ont gelé les deux, puis ils ont décidé de les fermer sans donner aucune raison. J'ai même demandé à mon avocat de leur écrire pour obtenir une explication. Et pourquoi les paiements que je faisais pour mon loyer, mon assurance maladie et d'autres choses de ce genre étaient bloqués. J'exécutais les paiements dans l'application, mais ils ne passaient pas dans la réalité. Alors mon avocat a commencé à les contacter. Quand il l'a fait, ils ont complètement fermé le compte. Complètement. Ils gardent toujours mes euros quelque part là-bas, mais je n'ai plus accès à l'application, plus de compte bancaire. Ils gardent mon argent, ils ont fermé le compte, donc il est bloqué. C'est bahal for, nermi for. Jolly Shtiwe mon naging. Ils ont complètement testé mon compte. Mais ils vous ont donné une lettre disant « Cet argent est toujours chez nous ». Ils m'ont envoyé une lettre avant de clôturer le compte, disant « Très bien, dites-nous où nous pouvons virer l'argent ». J'ai donc donné le seul compte que je possède encore en Suisse et qui n'est ni bloqué ni gelé. Ils ont viré le montant en francs suisses sur ce compte, mais le montant en euros a disparu. Il n'a jamais été envoyé et ils refusent de répondre. Ils l'ont volé. C'est scandaleux, c'est encore pire. C'est du vol. Je veux dire, s'ils l'avaient simplement gelé, ce serait encore à toi. Ils l'ont volé. Oui, ils l'ont vraiment volé. Et l'autre compte? L'autre compte est chez PostFinance. Et comme vous le savez, presque tous les citoyens suisses y ont un compte. Ils ont gelé le compte en euros et conservé le compte en francs suisses, mais avec des restrictions. Je ne peux plus accéder à Twint. Tout citoyen suisse sait ce que c'est. C'est une application de paiement mobile et tout le monde utilise Twint de nos jours. De plus, la carte de crédit a été désactivée. Elle ne me permet plus que certains paiements. Et le pire, c'est que même d'autres banques, celles dont je ne suis pas client, refusent les paiements. Par exemple, UBS, la banque où mon loyer est versé parce que mon propriétaire y a un compte, refuserait un paiement provenant de mon compte PostFinance pour régler mon loyer. Ainsi, même les transactions internes en Suisse sont refusées. Absolument. Ils sont refusés, oui, complètement. C'est donc le tout début de votre cauchemar. Et si cela vous arrive à l'étranger, sans carte de crédit, sans aucun moyen de paiement et sans argent liquide sur vous, alors vous êtes perdu, complètement perdu. Ensuite, vous êtes coupé de toutes les plateformes, vous êtes exclu d'Airbnb, vous êtes exclu de, Google, Amazon. Votre compte Gmail est désactivé. J'ai été démonétisé. Ma chaîne a été démonétisée immédiatement. YouTube. Avec YouTube, oui. L'adresse de virement était mon compte suisse. Donc, comme une partie de la sanction consiste à geler vos avoirs, l'autre partie est l'interdiction d'entrer, de transiter ou de survoler le territoire européen. Et la troisième sanction est l'interdiction. Il est défendu à quiconque de fournir des services ou des fonds à une personne sanctionnée. Ainsi, toute entreprise acceptant votre argent risquerait d'enfreindre les sanctions. Les gens préfèrent donc tout fermer, vous savez, et cela devient très difficile, car même des entreprises comme les compagnies aériennes peuvent refuser de vous prendre comme passager. Mais Google est une entreprise américaine et son siège se trouve en Irlande, oui, qui fait partie de l'Union européenne. Oui,
Mais j'ai eu une expérience la semaine dernière avec Expedia. Expedia étant une entreprise américaine basée aux États-Unis. J'ai essayé d'acheter un billet d'avion entièrement en dehors de l'Europe. Le départ et l'arrivée étaient tous deux hors d'Europe, sans jamais survoler le territoire européen ni rien. Ils ont pris l'argent, puis ils m'ont écrit pour me dire qu'ils n'étaient pas en mesure de procéder à l'émission du billet. Ils ont donc dit qu'ils allaient rembourser l'argent sur la carte utilisée. Ensuite, ils m'ont demandé, « D'accord, voulez-vous que nous vous réservions un nouveau billet maintenant que nous sommes au téléphone ?» J'ai répondu, « D'accord, faisons ça. » Alors, ils ont effectué la transaction. Ils m'ont réservé un nouveau billet. Je l'ai payé, ils me l'ont envoyé, et 24 heures plus tard, j'ai reçu 2 emails d'Expedia disant qu'il leur est impossible de faire affaire avec des personnes sanctionnées. Je ne suis pas sanctionnée, je ne le suis pas aux États-Unis, je le suis dans l'Union européenne. Le billet concernait une destination et un vol entièrement en dehors des États-Unis et de l'UPOR. Et pourtant, ils ont refusé. Ils ont dit non, nous n'allons pas poursuivre. Nous annulons le vol et vous ne récupérez pas l'argent. Je t'enverrai l'email après l'enregistrement, tu verras. C'est vraiment incroyable. Et c'est Expedia, ce n'est même pas la compagnie aérienne qui le fait. Ce n'est pas la compagnie aérienne. C'est Expedia qui m'écrit pour me dire qu'ils ne peuvent pas donner suite, alors que je ne suis pas sanctionnée aux États-Unis. C'est une entreprise américaine basée en Amérique, et le billet était destiné à un client en dehors de l'Union européenne. C'est donc le long bras du marché commun européen, car toute entreprise qui veut s'assurer de n'avoir aucun problème applique volontairement les sanctions, même si elle n'y est pas obligée. C'est comme si leur service de conformité ou leur juriste interne recommandait de le faire et il s'exécute ensuite. Alors, as-tu pu prendre l'avion? Like avec les banques africaines. Bloque-t-il aussi les 2 vols? Oui, oui. Et j'ai été surpris. J'ai dit, d'accord, en Afrique, pourquoi voulez-vous fermer mon compte? Et ils ont répondu, oh, vous savez, nous avons des correspondants bancaires en Europe et nous ne voulons pas avoir de problème. Alors, tous vos comptes ont été fermés, ceux en Afrique. Il m'en reste encore un. Je ne dirai pas le nom de la banque car elle pourrait ensuite avoir des problèmes. Mais il me reste un compte en Afrique et un compte limité chez PostFinance. Waouh, c'est absolument horrible. Et pour ce qui est de prendre l'avion, je veux dire, les compagnies aériennes te laissent-elles embarquer? As-tu pu voler depuis que tu as été sanctionné? J'ai pu prendre l'avion, mais on court le risque que les compagnies aériennes refusent de vous avoir comme passager parce que vous êtes sur la liste. Vous savez, tout est connecté, ils saisissent votre nom à l'aéroport. J'ai de la chance, car j'ai arrêté d'utiliser les compagnies européennes il y a longtemps. Quand c'est pas nécessaire, j'utilise toujours d'autres compagnies, pas européennes. Donc pour l'instant, ça va. Je ne sais pas comment ce serait si je devais, par exemple, survoler l'espace aérien européen avec une compagnie. Peut-être qu'ils accepteraient de m'avoir comme client, mais pas sur cette route, pas sur cet itinéraire, parce qu'ils traversent l'espace européen. Je n'ai pas encore vécu ça. On verra. Mais cela m'amène à ma prochaine question. Je veux dire, en tant que citoyen suisse, vous avez le droit de rentrer chez vous. C'est un droit fondamental en droit international. À ma connaissance, c'est un droit humain de pouvoir revenir dans l'État dont on détient le passeport, celui dont on est citoyen. Et vous n'avez pas pu y retourner, n'est-ce pas? Non, j'ai pas pu y retourner. Et la même chose arrivera avec Jacques Beau, par exemple, et avec Xavier Moreau. Le Conseil européen publie 2 documents,
Le premier est la décision vous sanctionnant, que vous avez vue avec les motifs et tout le reste. Reçois-tu cette chose dans ta boîte de réception ou dans ta boîte aux lettres? Non, non, je l'ai reçu en ligne. Parce que s'ils ne peuvent pas te le remettre en main propre, ou s'ils ne veulent pas le faire, il leur suffit de le publier au journal officiel de l'Union européenne. Ça leur suffit. C'est donc comme ça que ça s'est passé. Je l'ai cherché sur Google. J'ai tapé mon nom après avoir reçu beaucoup de messages disant « Oh, nous sommes désolés que cela te soit arrivé ». Je venais juste de descendre d'un vol. J'avais passé 5 heures et demie dans un avion. Quand j'ai atterri et que je suis sortie, je savais rien avant ça. Le premier message WhatsApp que j'ai reçu venait de mon avocat qui disait « Oh, j'ai été informé, je suis prêt. » Et moi j'étais là, quoi? Prêt pourquoi? Pourquoi? Alors j'ai cherché mon nom sur Google et c'est là que j'ai vu que j'avais été sanctionné. On ne vous appelle pas, on ne vous informe d'aucune procédure. Vous n'avez ni le droit, ni la possibilité d'avoir une réunion avec eux pour en discuter, du genre « D'accord, vous m'accusez de ça, laissez-moi prouver le contraire. » Non, non, ça tombe de nulle part. Et vous le recevez, c'est tout. Vous recevez la décision, puis il y a un autre document, les règles de l'Union européenne. Et en 2024, ils ont décidé de mettre en place des sanctions contre les activités pro-russes en Europe. Et dans ce règlement, comme ils l'appellent, il est écrit dans le premier article la définition du territoire européen et il inclut spécifiquement l'espace aérien. Donc, même s'ils peuvent dire « D'accord, vous pouvez rentrer chez vous si vous le souhaitez », dans les règles, dans le règlement lié à la décision, il est précisé que vous ne pouvez pas reprendre l'avion. Et si une entreprise décide de vous embarquer et de vous ramener en Suisse, vous ne pouvez pas être sûr d'avoir un jour la possibilité de quitter à nouveau la Suisse. Oui, oui, bien sûr. Dans le meilleur des cas, tu pars t'enfermer dans un pays plus petit que l'île de Kyushu au Japon. Oui. Oui, et plus précisément dans un pays extrêmement numérisé. Quand on est coupé de toutes les plateformes numériques, de tous les paiements numériques, de tous les paiements de tout, on finit probablement par rester sur place, devenir sans abri parce qu'on ne peut plus payer son loyer. Parce que, comme je te l'ai dit, même les banques qui ne sont pas mes clientes refusent mes paiements. Je ne suis pas prêt à y retourner, à risquer d'y retourner et de me retrouver coincé là-bas, dans une prison à ciel ouvert, sans aucun moyen ni rien. C'est donc une décision très difficile à prendre. Qu'ont fait les Suisses? Je veux dire, c'est précisément le moment où l'on a besoin du soutien des services consulaires. On va à l'ambassade et on leur dit « Écoutez, vous devez m'aider ». C'est la même chose si l'on se retrouve en prison à l'étranger. On y va et on leur dit « Aidez-moi ». Ils n'ont rien fait. Ils n'ont rien fait. Comme je vous l'ai dit, j'ai appris que j'étais sanctionnée en descendant d'un avion dans un pays africain. Mon avocat a donc contacté l'ambassade de Suisse sur place et a dit « Ma cliente vient d'arriver dans le pays. Nous venons d'apprendre qu'elle a été inscrite sur une liste de sanctions de l'Union européenne. Pouvez-vous l'assister, lui fournir un soutien consulaire et tout le reste ?» Ils ont répondu non, que je devais m'adresser aux délégations de l'Union européenne. Ils t'ont dit de collaborer avec les Européens, avec ceux-là même qui t'ont sanctionné. Ils ont refusé de t'aider. Ils n'ont pas dit quelque chose comme « S'il te plaît, viens vers nous ». Oui, ils ont refusé. J'en ai même la preuve écrite car mon avocat correspondait avec eux. Donc, je peux prouver tout ce que je dis, oui. Des lâches, vraiment. Mais non, je veux dire, à quoi servent-ils?
Sérieusement, ce sont des situations d'urgence où l'on a réellement besoin de ce type de soutien, parce qu'il s'agit d'un tiers qui vous attaque, non? Mais laissez-moi vous dire que ce n'est pas ma première expérience avec l'assistance consulaire non réactive des diplomates suisses. En 2019, j'ai été invitée au premier sommet Russie-Afrique à Sochi. Je pense que tous les chefs d'État africains étaient présents, au moins une cinquantaine. J'étais invitée à prendre la parole. J'avais un discours de 7 minutes que j'ai prononcé. Après ce discours, Emmanuel Macron est devenu furieux parce que j'ai parlé de la France-Afrique, qui est au cœur de mon combat, et cela ne lui a pas plu. À mon retour en Côte d'Ivoire, j'y vivais à l'époque, il a eu un appel téléphonique avec le président de la Côte d'Ivoire, et j'ai été arrêtée. J'ai été détenue, puis expulsée de Côte d'Ivoire vers la Suisse. C'est ainsi que je suis revenue en Suisse. En fait, vous savez, d'habitude, on expulse les Noirs d'Europe vers l'Afrique. Moi, j'ai été expulsée d'Afrique vers l'Europe, ce qui était assez intéressant. Pendant ma période de détention et même avant, quand la police est arrivée, ils pensaient que j'étais à un endroit et 6 voitures de police sont venues pour m'arrêter. Mais je n'étais pas là, en réalité. Donc, ils ont dû repartir. L'affaire est devenue publique. C'était partout sur Internet, comme vous l'avez dit, en ligne. Beaucoup de gens me connaissent en Afrique. Donc, c'est devenu une énorme affaire. Oh, la police ivoirienne essaye d'arrêter Nathalie Yamb et des choses comme ça. Ils sont donc venus et ont laissé un papier me demandant de me présenter au commissariat le lundi. C'était un vendredi. Après avoir reçu ce papier, j'ai contacté l'ambassade de Suisse et j'ai dit « Regardez, voilà ce qui se passe. » Aucune réponse. Rien du tout. Alors j'y suis allée, j'ai été détenue puis expulsée sans rien. Absolument rien. Je veux dire, ils ont gelé mon compte en Côte d'Ivoire. J'y suis un peu habituée, mais ils ont bloqué mon compte pendant 5 ou 6 mois. Je suis arrivée le 3 décembre, en plein hiver en Europe. Je suis arrivée avec ma robe d'été, mes chaussures d'été, mon sac à main et rien d'autre. Pas de papier, pas de vêtements, pas d'argent, rien. C'est ainsi que j'ai quitté la Côte d'Ivoire en 2019. Et l'ambassade de Suisse était totalement absente, sans aucune aide. C'était même pire, car lorsque je suis arrivée en Suisse, j'ai engagé un avocat suisse. Et il m'a dit d'accord, nous pouvons faire une demande one-année, car il existe en Suisse une loi sur les données qui vous permet de demander aux autorités de vous transmettre les informations qu'elles détiennent sur vous. Elles sont obligées de le faire. Nous avons donc fait la demande, nous avons demandé mes données au département des Affaires étrangères et nous avons également sollicité le service secret, le service de renseignement ou d'information, là où Bo a travaillé. Et nous avons demandé au gouvernement de m'envoyer les documents. Et je vous le dis, dans le dossier que nous avons reçu très tard, ils sont censés le fournir sous 30 jours, je crois. Mais ils ont mis 6 mois en disant « Oh, c'est le Covid, nous avons beaucoup à faire » et ainsi de suite. Quand j'ai enfin obtenu la documentation que le département des Affaires étrangères avait sur moi, j'ai pu voir les échanges entre l'ambassadeur de Suisse et le gouvernement de Côte d'Ivoire, ainsi qu'avec Berne, avec le ministère là-bas. Ils ont vraiment échangé à ce niveau. Oui, ils l'ont fait, et ils ont reçu l'ordre de ne pas m'assister, et j'ai cela par écrit. Oui. Qui a donné l'ordre aux Suisses de ne pas vous aider? Je peux dire que c'était un type du ministère, le département de l'AED à Berne, qui écrivait à l'ambassadeur de Suisse en Côte d'Ivoire. En disant « ne l'aide pas ». Oui, il vaut mieux rester discret, laisse tomber. Je t'enverrai tout, tu verras, c'est incomparable.
À mon avis, enfin je veux dire, à mon avis, cela devrait être un acte illégal. Refuser une aide à un citoyen. Il faut que je demande à mes amis diplomates suisses, j'en ai au moins 2. C'est incroyable. Et même lorsque j'ai reçu la documentation que les services de renseignement avaient sur moi, j'ai eu beaucoup de pages noircies, caviardées, entièrement noircies. Je veux dire, celles du ministère des Affaires étrangères étaient aussi fortement censurées. Mais ils ont oublié une partie. Et c'est justement de cette partie que je parle maintenant. Mais ils ont beaucoup caviardé. Après avoir reçu ces 2 documents ou ces 2 dossiers, j'ai demandé à mon avocat, suis-je considéré comme un ennemi de la Suisse? Parce que pourquoi mon ambassade ne m'aide-t-elle pas? Pourquoi le service de renseignement suisse censure-t-il des documents à mon sujet, des documents qu'ils sont censés me fournir? Non, non. Pourquoi ont-ils même ces documents? Comment se fait-il qu'ils aient commencé à recueillir des données sur toi au départ? Je veux dire, je suis désolé, je suis un peu choqué. Je savais que tu avais des problèmes avec la France, mais je ne réalisais pas que cela s'étendait jusqu'aux services diplomatiques et aux services de renseignement suisses et que tu étais surveillé. Non, mais c'est en fait tout à fait normal. Parce qu'en Afrique, la surprise que tu ressens maintenant, l'horreur de ce monde dystopique que tu découvres au cœur de l'Europe, c'est exactement contre cela que je me bats en Afrique. La France-Afrique, c'est ça. C'est les services secrets, les gouvernements qui s'ingèrent dans les États africains. Et si tu ne fais pas ce qu'ils veulent, ils te sanctionnent, ils te punissent, ils peuvent même te tuer. Que tu sois chef d'État ou non, ils peuvent te tuer facilement. Donc ce n'est pas quelque chose de nouveau pour moi. Mais je comprends que ce soit choquant pour toi, parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Et c'est le cœur de mon combat depuis 20 ans maintenant. Et maintenant, cela se répand en Europe. Oui, ça se propage en Europe. Et ils ont trouvé un moyen d'augmenter la pression. Donc maintenant, on en est au point où nous avons ces sanctions contre la Russie, n'est-ce pas? Elles sont censées servir à mettre fin à la guerre en Ukraine. C'est ce qu'on nous dit, qu'elles sont destinées à faire pression sur la Russie pour que la guerre s'arrête. Mais ce qu'on voit, c'est qu'ils utilisent ces sanctions contre leurs propres citoyens et contre des États tiers, contre tous ceux qu'ils n'aiment pas. Ils les détournent et ils rendent la vie infernale. Je veux dire, qu'est-ce que je voulais encore te demander? À propos de ton expérience maintenant avec tout ça, à quel point tout devient difficile? Quelles sont les façons, pas les concrètes, tu n'as pas besoin de révéler ce que tu fais, mais quelles sont les manières de faire face à la situation pour pouvoir quand même vivre ta vie? Vous pouvez survivre. Mais avec ces sanctions, vous êtes vers la Cour européenne à Luxembourg. C'est le seul tribunal auquel vous pouvez vous adresser. La Cour de justice de l'Union européenne. Donc c'est la branche judiciaire de l'UMEMER, oui. Absolument. Et vous avez le tribunal qui est la première instance. Après cela, vous pouvez faire appel devant la Cour de justice de l'Union européenne. C'est la dernière étape. Les 4, oui, la Cour de justice. Oui, donc ils ont ces 2-là et vous pouvez faire cela. Évidemment, il faut s'opposer aux banques en Suisse, car les banques ou entreprises suisses qui appliquent des sanctions européennes sans que ces sanctions aient été adoptées par le gouvernement suisse agissent illégalement. Elles ne sont pas censées le faire. Et nous avons écrit au SECO. Mes avocats se sont mis en relation avec le SECO et ont attiré leur attention à faire. Mes avocats ont donc porté l'affaire devant le SECO
et attirer l'attention du SECO sur le fait que, d'accord, vous confirmez que vous n'appliquez pas les sanctions contre Nathalie Yamb en Suisse, mais il y a des entreprises suisses qui appliquent ces sanctions, même si la loi leur interdit de le faire. La réponse a été oui, si c'est le cas, vous êtes libre de les poursuivre en justice si vous le souhaitez. D'accord, je n'étais en fait pas au courant de cela. C'est assez important. Donc, selon la loi suisse, il est en réalité illégal pour les entreprises de se conformer volontairement à des sanctions étrangères. C'est assez important. Mais ensuite, ces autres institutions suisses, sans colonne vertébrale, je suis désolé. Mais la Suisse est un pays très sans colonne vertébrale. Je suis désolé de le dire, mais nous sommes un pays très sans colonne vertébrale, dirigé par des bureaucrates et des administrateurs qui ne prendraient jamais le moindre risque. J'avais juste besoin de le dire pour l'instant. Mais ensuite, ils te disent, vous devez les poursuivre en justice. Nous n'interviendrons pas de notre côté et nous ne leur dirons pas d'arrêter ce qu'ils font. Oui, exactement. Exactement. Et puis quand il faut poursuivre le Conseil européen devant la Cour à Luxembourg et ensuite attaquer les banques suisses en Suisse, il faut de l'argent, parce que peut-être que les gens ne le savent pas, mais payer un avocat en Suisse, c'est horriblement cher, et ton argent est gelé et bloqué. Donc c'est une sorte de cauchemar sans fin. Tu sais, c'est très difficile. Tu sais, les gens qui font ça en sont très fiers. Je t'enverrai plus tard une interview d'hier de Florian Warbeck en Allemagne. C'était pas vraiment une interview. Il assistait à une conférence de presse et il a posé une question à propos de Jacques Beau. Il a dit, êtes-vous d'accord avec ça? Le gouvernement allemand est-il d'accord avec le fait que l'UR sanctionne désormais des citoyens suisses? Et leur réponse était un peu moqueuse, du genre, s'ils sont sanctionnés, c'est une décision des autorités de l'UNOMER. Donc il faut leur parler à eux, pas à nous, parce que nous sommes l'Allemagne, pas l'UMMER. Et de toute façon, ces personnes peuvent toujours aller en justice et prouver leur innocence. C'était un peu du genre, ah. Mais vous n'êtes accusé de rien. Ils vous ont accusé. Eh bien, je n'ai pas le droit de tout divulguer concernant l'affaire en cours que j'ai déposée contre le Conseil de l'USN Popoward. Mais lorsque nous avons reçu le document du Conseil, parce que je les ai maintenant poursuivis en justice, la décision qu'ils prennent, les sanctions, sont des mesures administratives. Ce n'est pas une mesure judiciaire. Non. Oui, parce qu'il n'y a pas de loi. Il n'existe aucune loi qui interdise ce que vous avez fait. Non, non. J'ai vu quelqu'un écrire que Jacques Baud est un porte-parole de Poutine, ce qui est absurde. Mais même s'il parlait pour Poutine, y a-t-il une loi qui le lui interdise? Non. Non, c'est bien là le problème. Mais quand ils ont envoyé le dossier, je n'ai pas été surpris par ce que j'y ai trouvé. Mais j'ai trouvé effrayant de voir un organisme européen de ce niveau sanctionner des personnes sur la base d'articles, simplement des articles de journaux. Nathalie Yamb, qui est très proche du Kremlin. Nathalie Yamb, qui est très proche du Kremlin. Il était très proche du Kremlin. Le Kremlin doit être surpris d'apprendre que je serais soi-disant très proche de lui, honnêtement. Nathalie Yamb a assisté au Forum Russie-Afrique de Sochi. Oui, mais j'ai aussi été invitée à l'Institut français des relations internationales à Paris. Et j'y ai dit la même chose. C'était en 2017. J'ai dit exactement ce que j'ai dit à Sochi. Je l'ai dit en 2017 à Paris. Suis-je un agent français parce que je suis allée à une conférence à Paris à laquelle participaient des ministres, des diplomates, des militaires, des étudiants et des chercheurs. Et j'ai pris la parole, c'est sur Internet, c'est public, c'est sur YouTube. Vous pouvez voir ce que j'ai dit. Je l'ai dit 2 ans avant même de mettre les pieds en Ukraine ou en Russie. On m'a accusé d'avoir été observateur électoral dans le Donbass.
Je crois que c'était l'année dernière ou celle d'avant. Tout à coup, je suis sur Twitter et je découvre que des organismes européens écrivent que j'aurais assisté en tant qu'observateur aux élections organisées dans le Donbass l'an dernier. Je crois. Je n'ai jamais mis les pieds de ma vie dans le Donbass. Je ne sais pas comment cette histoire est née. Mais c'est bien ça, le problème. Je veux dire, la justification des sanctions tient en un seul paragraphe, qui peut contenir n'importe quoi. Il n'a pas besoin d'être factuel. Non, il peut dire absolument n'importe quoi. On pourrait t'accuser de parler avec des extraterrestres, de conspirer avec eux. Ce serait possible. On pourrait t'accuser d'être une sorcière et d'utiliser la sorcellerie contre l'Union européenne. Et cela tiendrait quand même, parce qu'au bout du compte, ton nom figure dans la base de données. Et ces salauds, d'ailleurs, s'assurent de proposer une API pour cette base afin que n'importe quelle compagnie aérienne puisse la consulter automatiquement. Ils la diffusent même. Et ce n'est pas un processus judiciaire. Parce que dans une procédure judiciaire normale, tu es présumé innocent jusqu'à preuve du contraire. Mais là, ce n'est même pas judiciaire. C'est administratif. Et c'est à toi de prouver que ton nom doit être retiré de la liste. C'est insensé. Oui, c'est de la folie. Parce que même maintenant, je veux dire, avec mes avocats, nous avons commencé à creuser la question et tout ça. Ils peuvent même modifier ce qu'ils ont écrit comme motif au cours de la procédure. Disons que tu vas contre eux et que tu gagnes, ils font appel. Lors de l'appel, ils ajoutent autre chose comme motif. Ils l'étendent, le rendent un peu plus flou et te voilà reparti. Il y a des gens qui ont gagné 2 ou 3 fois et ils sont toujours sous sanction. Attends. C'est très important. Même si tu gagnes devant la Cour européenne, la Commission peut simplement le modifier et te maintenir dessus. Et ensuite, tu dois tout recommencer depuis le début. Depuis le début, c'est un cauchemar. C'est oral, c'est kafkaïen, c'est tout et n'importe quoi. Mais ça signifie en réalité que En réalité, vous n'avez aucun moyen légal de les obliger à vous retirer. Ils peuvent simplement renouveler la définition de manière administrative, indéfiniment. Vous êtes donc à leur merci, littéralement à leur merci. Chaque citoyen est à la merci de ces gens, ces bureaucrates sans visage. Même avant d'être sanctionné, je crois que c'était en 2023, j'avais un compte dans une banque cantonale en Angleterre, une banque locale. Et puis tout à coup, ils ont voulu fermer mon compte. J'ai demandé pourquoi voulez-vous fermer mon compte? Après plusieurs mois de discussions et de réunions, ils ont finalement dit que c'était parce que je suis un PEP, PRP. Alors j'ai dit, pourquoi suis-je un PEP? PEP signifie personne politiquement exposée. Mais lorsque la notion de PEP a été créée, elle concernait les chefs d'État, leurs proches ou les personnes gérant des fonds publics, afin de s'assurer qu'ils n'étaient pas impliqués dans la corruption ou quoi que ce soit de ce genre. Je n'ai jamais occupé de poste de direction dans une entreprise publique. Je n'ai jamais géré de fonds publics. Je ne suis lié, ni de près, ni de loin, au chef d'État. Mon père est charpentier, ma mère est couturière. Alors honnêtement, nous sommes des gens simples et travailleurs. Et je demande, comment se fait-il que vous puissiez me mettre moi sur cette liste? Qui m'a mis sur cette liste au juste? Comment ai-je fini dans cette histoire de personnes politiquement exposées? J'ai entendu dire par des rumeurs que cela venait de France parce qu'il y a le GAFI en France. Et ensuite, ils mettent ton nom sur la liste Matter et tout à coup, tu ne peux plus ouvrir de nouveaux comptes bancaires. Avec ton compte actuel, ils veulent te radier. Cette liste était censée concerner les personnes occupant des fonctions gouvernementales et leurs proches. Elle devait aussi servir à identifier et à suivre les financiers du terrorisme, du trafic d'armes ou de drogue. Je ne suis rien de tout cela. Rien de tout cela. Je suis un citoyen ordinaire,
Suisse, Camerounais, Africain, menant ma petite vie, faisant mes vidéos. Je veux dire, vous avez vu mes vidéos. I mean, you've looked you've watched my videos. I mean, I have your videos there. I mean, Je veux dire, j'ai tes vidéos là-bas, tu sais. Et j'ai plusieurs personnes sur ma chaîne qui confirmeront que l'Europe traite encore la plupart des régions d'Afrique comme un fief économique qu'on peut exploiter. Et toi, tu t'élèves contre cela. Le néocolonialisme doit être dénoncé et tu es puni pour ça. Les militants africains sont punis pour ça. Et en plus, tu es suisse. Absolument. Et tu es sur une liste. Je te raconte cette histoire simplement parce que une fois que tu es sur une liste, tu n'en sors jamais. Oui. Tu ne sais pas vraiment qui t'a mis sur cette liste et tu ne sais pas vraiment pourquoi tu y as été mis. Donc, il t'est difficile d'en être retiré. C'est une punition administrative. Ce n'est pas judiciaire. Et maintenant, il renverse la situation. Alors, mesdames et messieurs, pour que ce soit bien clair, les Européens utilisent cette manière de faire depuis des décennies à l'égard des personnes extérieures à l'Europe. Et maintenant, ils la retournent vers l'intérieur contre leur propre population. Pour que vous le sachiez, d'autres ont été pendant des décennies victimes de ce genre de foutaise, qui n'ont grand processus judiciaire. Absolument pas. Et c'est très difficile car il est difficile d'en voir la fin. Cela affecte aussi vos proches. Par exemple, j'ai un fils qui vit en Suisse. Il n'a vraiment rien à voir avec ce que je fais. Mais comme il porte le même nom, parfois quand il effectue un paiement, l'argent est renvoyé. Ah bon? Oui, ça commence comme ça. Et un jour, vous découvrez que votre famille, vos proches, se retrouvent au milieu des sanctions. Ils deviennent donc des dommages collatéraux des sanctions. Mon fils l'est. Je suis censée devenir grand-mère bientôt, mais je ne pourrai pas être là. Je ne peux pas rentrer. Je ne pourrai pas être là. Ma mère aura 80 ans l'année prochaine, je ne pourrai pas être là. Ces choses ont vraiment un impact, et c'est bien leur but. Elles sont faites pour affecter votre santé mentale. Elles sont faites pour ébranler votre détermination, votre résilience. Elles sont faites pour vous atteindre financièrement, moralement, psychologiquement, afin que vous soyez tellement occupés à chercher des solutions à vos problèmes que vous n'ayez plus de temps pour poursuivre votre lutte anti-impérialiste, anticoloniale ou quelle qu'elle soit. C'est ce qu'ils veulent en fait. Et c'est assez effrayant, je dois dire. Je me demande comment tu peux encore sourire face à ça. Je veux dire, comment tu gères ça, psychologiquement, pour toi-même. Qu'as-tu fait pour prendre soin de toi à ce moment-là? Dieu merci. J'étais arrivée dans un pays étranger au moment où j'ai entendu parler des sanctions. J'avais des amis là-bas et c'était mon système de soutien immédiat, même sur le plan financier. Parce que lorsque vous voulez payer votre note d'hôtel et que le paiement est refusé, que vous voulez acheter une bouteille d'eau et que c'est refusé, vous réalisez que vous ne pouvez rien faire. Il faut donc avoir un solide réseau de soutien. Il est important d'avoir des amis autour de soi qui vous aident à rester humain. Oui, parce que vous ne pouvez rien faire. Cela paraît tellement idiot, mais vous voulez juste regarder quelque chose, écouter de la musique. J'avais mon compte Deezer et je voulais mettre ma chaîne musicale coupée. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ça? Même la musique, Netflix, coupée. Donc tu es coupé de tout ce que tu fais. Tu veux acheter un livre, d'habitude tu vas sur Amazon ou la Fnac ou autre, tu le commandes et il est livré. Tu peux plus faire ça. Il faut changer. Il faut construire un nouvel écosystème autour de toi, en dehors de l'Europe occupée. Parce que je pense que l'Europe n'est plus libre. Donc maintenant, il faut commencer à chercher des banques en dehors de l'Europe, des plateformes en dehors de l'Europe. Il faut tout reconfigurer.
in your immediate day-to-day? C'est un très bon point. Peux-tu donner quelques conseils? Parce que, je veux dire, nous en sommes maintenant à 59 personnes. Nous sommes 2 Suisses pour l'instant, mais il y en aura d'autres, des centaines, peut-être des milliers, voire des dizaines de milliers. Cet outil, ils ne le lâcheront pas. Il y a un argument solide selon lequel l'Union européenne gardera ce dispositif indéfiniment, la liste des sanctions russes, même si la guerre prend fin, car ils peuvent désormais la lier à la question de savoir si la Russie paye des réparations ou non. Ils garderont cet outil et continueront d'y ajouter de plus en plus de personnes. Alors, que devraient faire les gens avant de s'y retrouver s'ils ont peur? Je veux dire, j'ai peur maintenant. J'ai peur. Que devrais-je faire si je ne veux pas arrêter ce que je fais? Et une fois que cela arrive, que faire? Quelles sont les recommandations? Je pense que vous avez peut-être un certain avantage, car vous êtes situé dans une autre partie du monde. Vous avez probablement déjà des comptes bancaires et d'autres choses de ce genre au Japon ou ailleurs. C'est la première recommandation. Assurez-vous d'obtenir un compte bancaire dans un endroit où les sanctions ne s'appliquent pas. Essayez d'obtenir une carte de crédit UnionPay de Chine ou d'autres pays qui n'appliquent pas systématiquement les sanctions, car certains pays ne suivent les sanctions internationales que lorsqu'elles sont imposées par l'ONU ou parfois par l'OFAC, puisque les Américains sont un peu les cowboys du monde, vous savez. Mais cela commence à diminuer. Donc essayez d'avoir un compte bancaire ou quelque chose de ce genre dans une région du monde où les sanctions ne sont pas appliquées, en Asie, dans le monde arabe, dans des endroits comme cela. C'est pas facile d'ouvrir un compte bancaire dans un pays où l'on n'est pas résident, mais cela demande simplement un peu de recherche. Il y a des moyens, mais c'est vraiment fastidieux. Je dois dire, peut-être que je devrais faire une vidéo un jour pour donner des conseils, un tutoriel. Oui, s'il te plaît. Je pense que je vais envisager de le faire. Parce que... Non, absolument. Je veux dire, on en rit, mais c'est pas drôle. C'est en réalité une question de survie. Pour les personnes qui sont dans la crypto, sortez de Binance et de toutes ces plateformes centralisées, car elles fermeront votre compte. Dès que vous êtes sur une liste de sanctions, vous ne pouvez plus accéder à aucune de ces plateformes. Alors passez à des portefeuilles externes, Ledgers, Trezors, peu importe. Allez-y. MetaMask, allez-y. Et puis vraiment, le cœur de tout cela, oui, évidemment, les plateformes de réseaux sociaux, les fournisseurs et tout ça, cherchez des prestataires situés en dehors de l'Europe. À récupérer des chaînes sur YouTube et les remonétiser. Non, je l'ai toujours. Ils ne l'ont pas supprimé. Ils retirent certaines de mes vidéos, mais pas toutes les chaînes. Cependant, la monétisation a été supprimée parce que Google est basé en Irlande. Oui. Ils payent depuis l'Irlande. L'Irlande fait partie de l'Union européenne, donc ils ne peuvent pas fournir de services ni envoyer de fonds aux personnes sous sanction. Mais quand même, tu as toujours la chaîne. Tu peux encore publier des vidéos. Tu peux... Je peux encore publier pour l'instant, même s'ils pourraient supprimer le message à un moment donné. Je veux dire, Diana Panchenko figurait aussi sur la dernière liste avec Jacques Xavier. Elle avait une chaîne YouTube avec environ 2 millions d'abonnés. Et avant les sanctions, il y a 3 ou 4 mois, je crois, YouTube a supprimé sa chaîne sans aucune explication. Je m'en souviens parce que j'ai retweeté ce qu'elle avait écrit à ce sujet. Ce sont d'autres mécanismes. Ce n'est pas un mécanisme de sanction. Cela peut être fait par les mêmes personnes, mais cela passe par un autre canal de pression sur les plateformes.
C'est pourquoi nous devons sauvegarder nos vidéos sur Rumble ou d'autres plateformes. Oui. That's the point. That's what I wanted to say. C'est bien ça, c'est ce que je voulais dire. Il faut que tu sauvegardes ça sur d'autres plateformes, Rumble et toutes les autres. Je dis souvent aux gens en Afrique que nous devons avoir nos propres plateformes. Tant que tu es un invité, tu n'es pas le propriétaire de la plateforme. Tu dois suivre les règles que d'autres établissent, car tu n'es qu'un invité, un client. Ils changent les règles. Pas de chance. They change the rule. Bad luck. Et je sais que tu dois partir bientôt. As-tu d'autres recommandations pour, disons, Jacques Baud, qui est sur cette liste depuis lundi? Y a-t-il quelque chose qu'il devrait faire immédiatement? Eh bien, je pense qu'il devrait immédiatement essayer d'avoir un compte en dehors de l'Union européenne. Vraiment, c'est la première chose à faire. Et ensuite, peut-être, enfin, je comprends que son éditeur est en France. Je ne sais pas si c'est l'éditeur de ses livres et tout ça, mais je suppose qu'il reçoit de l'argent de là-bas. Et ainsi de suite. Donc peut-être qu'il devrait trouver un moyen de signer un contrat avec un autre éditeur qui n'est pas à se conformer aux sanctions de l'UERBR ou à quoi que ce soit de ce genre. Pour lui, il y a beaucoup de choses à régler. Je ne sais pas s'il a de la famille en Suisse. Évidemment, il pourrait retourner en Suisse, puisque je crois qu'il habite près de la frontière, donc même par la route ou autre. Je ne sais pas s'il veut le faire, cependant, car il a quitté la Suisse au départ pour certaines raisons. Oui, et une fois qu'il sera en Suisse, il ne pourra plus rentrer dans l'UE-Member. Je veux dire, il serait coincé là-bas. C'est bien là le problème. C'est vraiment ça le problème. Donc pour moi, c'est comme essayer de sortir de l'Union européenne. Je veux dire, la Turquie est proche de tout en Europe et possède une très bonne compagnie aérienne qui dessert le monde entier. Pense à tout cela, à te repositionner. Mesdames et messieurs, nous en sommes maintenant au point où nous parlons de la manière de conseiller les citoyens de l'UE-Member et les citoyens suisses sur la façon de fuir le continent. Voilà ce que ce monstre de Bruxelles a réussi à faire. Et encore une fois, c'est ce qu'ils font depuis des décennies aux populations en dehors du continent. Juste pour que vous le sachiez. Et vous savez, même dans le cas de Jack, ils disent que c'est parce qu'il fait des choses contraires à l'Ukraine, mais l'Ukraine ne fait même pas partie de l'Union européenne. Et ensuite, on va sanctionner des personnes venant de pays qui ne font pas partie de l'UE-Member, comme la Suisse, pour ce qu'elles disent à propos d'un pays qui n'est pas membre de l'UE-Member, l'Ukraine. C'est de la folie, une folie totale. Mais comme vous l'avez dit, ils font cela depuis longtemps. En Afrique, nous en faisons l'expérience depuis des décennies et des décennies. C'est notre nouvelle normalité en Afrique. Alors peut-être que c'est pour cela que vous me voyez sourire un peu, parce que nous avons déjà traversé cela. C'est contre cela que je me bats. Ce n'est pas quelque chose de nouveau, mais j'ai été choquée que la Suisse en soit arrivée à ce niveau d'obéissance envers l'Union européenne. Et quand je vois que nous discutons de traités bilatéraux et de choses de ce genre, je me dis, eh bien, c'est fini. Nous avons perdu le pays. Nathalie, je dois te dire, je m'excuse encore de ne pas avoir compris à quel point tout ce plan est répugnant et de ne pas avoir su ce qui t'est arrivé, ni comment cela a été utilisé contre les Africains. Je suis désolé de ne pas avoir su. Et je te promets que je vais essayer de les faire payer, si c'est d'une manière ou d'une autre possible. Ils me feront probablement payer en premier. Nous devons nous connecter. Nous devons nous connecter. La seule solution pour moi, c'est la solidarité, car elle dépasse les frontières. Elle traverse le continent. C'est une question d'humanité, de droits humains au sens propre. Oui, au sens propre. Nous devons donc vraiment unir toute notre énergie, nos idées, notre résilience, car l'ennemi que nous combattons est un monstre.
Seul, on peut le frapper un peu, mais on ne peut pas le briser. Nous devons construire ensemble un système solide afin de résister à cette réalité dystopique qu'ils veulent nous imposer à l'échelle mondiale. Et le premier point sera de créer une plateforme où les gens pourront partager leurs expériences, leurs conseils, tout, essayer de partager des idées, puis construire à partir de là. Je parle d'une action collective, mais sans construire une pyramide, sans construire un réseau plat. Absolument. Nathalie, merci beaucoup pour votre temps aujourd'hui. Merci Pascal. Merci. Thank you.